Bienvenue à tous dans Une semaine en Afrique. Reportage dans un instant en Côte d'Ivoire où le gouvernement a réintroduit un prix plancher pour le cacao. Mais le racket continue de coûter cher aux acteurs de la filière. Nous suivrons Ahmed, le chauffeur d'une coopérative qui se fait extorquer de l'argent. Qui peut en vouloir à Boni Yayi? Le président béninois a été victime d'une tentative d'empoisonnement. On y revient dans ce magazine. Des personnes dans son entourage proche ont été arrêtées. Et puis nous irons en Angola, pays riche mais dont les ressources ne profitent pas à la population. Nous avons rencontré le rappeur MC Kappa. Il dénonce la misère et la corruption. La filière cacao se réforme en Côte d'Ivoire. Le gouvernement réintroduit un prix plancher pour les planteurs. Les producteurs de cacao sont désormais supposés devoir toucher un prix minimum de 725 francs CFA par kilo, soit un peu plus d'€1. Reste maintenant à savoir si cette mesure pourra être respectée sur le terrain, notamment à cause du racket opéré par les gendarmes, les militaires et leurs supplétifs. Maureen Grisot s'est rendue dans l'ouest du pays, une région où règne toujours l'insécurité, une région où l'on produit le plus de cacao. Ahmed est le chauffeur d'une petite coopérative. Son visage restera caché pour sa sécurité. Chaque jour pendant la récolte, il prend son camion pour aller récupérer le cacao en brousse. Mais alors qu'il s'engage sur la piste, il doit s'arrêter à un poste de gendarme au bord de la route. Ce n'est pas pour contrôler les papiers des véhicules qu'on siffle les chauffeurs. Ahmed négociera son passage vers les champs de cacao à environ 4,50 €. Il m'a dit de donner 5 000, je lui ai pas donné, il a attrapé les 3 000 francs. Et ça, c'est souvent? Ouais, toujours c'est comme ça. Après les gendarmes, c'est un poste des FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les militaires ivoiriens taxent les camions car ils affirment ne pas être payés par l'État. Bon service. Au revoir. Et quelques kilomètres plus loin, un dernier barrage de chasseurs traditionnels cette fois. Une sorte de péage où on rend la monnaie. Ce serait à la demande de la population que ces dozos se sont installés ici pour assurer la sécurité des paysans. Ça, c'est pourquoi le corridor alors? Pour les braguets, les couper des routes. Au total, pour un aller-retour sur cette portion de 10 km, Ahmed devra débourser une quarantaine d'euros sur une route qui endommage son camion. L'État, vraiment, il n'est qu'à voir ça. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Sinon, on ne refuse pas de payer le cacao à 725. Mais avec tous ces problèmes-là, réparation des camions, payer le salaire des chauffeurs, tout ça là, vraiment, c'est pas facile. Les producteurs dont il doit transporter la récolte ont bien conscience de ces difficultés et ils ont peur de ne pas toucher le prix minimum fixé par l'État cette année. Le prix a été officiellement annoncé à la radio, donc nous on ne peut pas donner le produit sans ce prix. Bon, avec beaucoup de négociations, on est obligé de leur donner les prix qu'ils demandent. Pour protéger ces fèves si précieuses à l'économie, l'État a envoyé une mission de lutte contre le racket dans l'Ouest. Il tombe rapidement sur une barrière artisanale. Pris sur le fait, ces gendarmes et militaires doivent retirer leur dispositif. Si vous avez une information, vous pouvez arrêter le véhicule. Donc il n'y a pas lieu de mettre de barrage. Même si ce barrage est démonté, il sera facile de replacer ces simples bouts de bois sur la route. En confisquant ce panneau, la délégation tente de les en dissuader. Le phénomène du racket, il a un peu la peau dure. On ne peut pas venir à bout avec une stratégie isolée. L'équipe convoque donc les responsables de la sécurité d'une zone non loin de là pour une mise au point. En général, les mises en cause dans cette affaire, c'est pour habiller. Donc vraiment, ayez vos hommes en main. Mais il y a la réalité du terrain. Nous ne sommes qu'à 2 km du Libéria. Les rumeurs d'attaques sont quotidiennes. Nous sommes obligés d'intensifier les checkpoints. Je ne peux pas garantir que ces hommes que nous mettons là-bas sont exempts de racket. Après un dernier briefing, la mission repart faire de la sensibilisation. Ils promettent de revenir dans quelques semaines pour, cette fois, sanctionner. Le président béninois Boni Yayi aurait été victime d'une tentative d'empoisonnement alors qu'il se trouvait à Bruxelles. 3 proches du chef de l'État ont été arrêtés et 2 mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés par la justice béninoise. Et il concerne notamment Patrice Talon, un homme d'affaires soupçonné d'être le cerveau de cette tentative d'assassinat. Les avocats de Patrice Talon dénoncent une cabale contre leurs clients. C'est une affaire digne d'un roman policier. Le poison était dissimulé dans ses médicaments. Un ancien ministre du Commerce, Soumanou Moudjaïdou,
aurait apporté le poison à Bruxelles, la même où se trouvait le chef d'État pour un déplacement en tant que président de l'Union africaine. Le médecin personnel de Boni Yayi aurait lui remplacé le médicament par ce produit et sa nièce Zouberat Kora devait l'administrer à son oncle. Selon le procureur, ces 3 personnes ont avoué et ont été inculpées. Ils ont reçu des médicaments toxiques pour qu'ils administrent ces médicaments au chef de l'État en lieu et place de ces produits habituels qu'ils prenaient. Donc, le but de l'opération visait à éliminer le chef de l'État une fois ces médicaments consommés. Ce sont eux-mêmes qui ont tout avoué. Mais pour l'avocat de 2 des inculpés, l'affaire n'est pas réglée pour autant. On ne peut pas dire dans quelles conditions les déclarations ont été obtenues et quel est le contenu des déclarations. Je n'ai même pas pu consulter les procès-verbaux d'enquête préliminaire. De toutes les manières, l'essentiel de cette affaire n'est pas encore révélé. Il y a beaucoup plus d'opacité que de lumière. Le commanditaire de cet empoisonnement serait un homme d'affaires béninois. Patrice Talon aurait offert plus d'1 500 000 € à chacun de ses complices. L'objet de sa colère était d'ordre financier. Il aurait perdu un important contrat en début d'année. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui ce mardi. Ce n'est pas la première fois que le président du Bénin échappe à une tentative d'assassinat. En 2007, 1 an après son accession au pouvoir, son convoi avait été attaqué par des hommes armés. Une usine militaire, celle de Yarmouk, a été bombardée mardi soir à Khartoum. Le Soudan a accusé l'État israélien d'être derrière cette attaque. 2 personnes ont été tuées. Les autorités israéliennes n'ont rien revendiqué, mais un haut responsable du ministère israélien de la Défense a qualifié le Soudan, je le cite, d'État terroriste dangereux. Les musulmans congolais ne sont pas les bienvenus à la Mecque. Les autorités saoudiennes leur ont interdit l'accès au motif qu'ils pourraient transmettre aux pèlerins le virus Ebola ou le choléra, 2 maladies qui touchent quelques provinces congolaises. À défaut de la Mecque, ces fidèles congolais devront se contenter de leur mosquée. Pas de pèlerinage cette année pour les musulmans de RDC. Les autorités saoudiennes leur ont interdit l'accès au Hadj pour cause de virus Ebola et de choléra. Selon les représentants de la communauté musulmane du pays, 300 Congolais comptaient se rendre en Arabie Saoudite. Dieu récompensera leur volonté car le pèlerinage de la Mecque, pour nous musulmans, est un événement majeur. C'est mieux d'être patient. Comme ça, si Dieu le veut, nous ferons ce pèlerinage l'an prochain. En 2012, 20 000 Congolais sont morts du choléra. Depuis 2 mois, le virus Ebola frappe également le pays. 31 personnes en sont mortes. L'Organisation mondiale de la santé n'a pourtant imposé aucune restriction de mouvement depuis et vers la République démocratique du Congo. Et même si le gouvernement congolais respecte cette décision de l'Arabie saoudite, pour certains élus locaux, ces raisons sanitaires évoquées par Riyad sont en fait un prétexte. Il y aurait trop de discorde et de division au sein même de la communauté musulmane. Les autorités saoudiennes auraient donc préféré refuser tous les visas. La division ne paye pas. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à les recevoir à la Mecque. Parce que ce serait une discrimination que de prendre un groupe et laisser un autre. Plus de 2 millions de musulmans auront accompli leur pèlerinage cette année. Un pèlerinage qu'un fidèle doit faire au moins une fois dans sa vie. Et nous partons maintenant en Angola, 2e producteur de pétrole sur le continent. Des ressources qui ne profitent pas à la population. 70% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est ce que dénonce le rappeur MCK. Depuis les bidonvilles de Luanda, la capitale angolaise, le rappeur MCK dénonce les malaises de son pays, à commencer par la misère et la corruption. Ici, on manque de tout, d'assistance sanitaire, d'égouts, d'écoles et aussi d'hôpitaux. L'orateur a le pouvoir et la musique véhicule les idées. En Afrique, le savoir se transmet de bouche à oreille et c'est une force très expressive. L'Angola est le second producteur de pétrole en Afrique et les exportations d'or noir génèrent plus de 45 milliards de dollars par an. Pourtant, plus de 50% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Les manifestations contre le président Dos Santos, au pouvoir depuis 33 ans, sont rares et risquées. Les rappeurs comme Luati, connus sous le nom d'Iconoclasta,
en connaissent les dangers. En mai dernier, quelques mois avant les élections présidentielles, lors d'une réunion, des confrères de Luati se sont fait tabasser par des hommes cagoulés. Cela n'a pas empêché le rappeur de continuer à diffuser sur les réseaux sociaux des messages contre le gouvernement. Malgré les efforts de Luati, le MPLA, parti majoritaire en Angola, a remporté le scrutin avec 74% des votes. Le président Dos Santos a ainsi été réélu pour 5 ans. Pour beaucoup, il reste celui qui a mis fin aux 27 ans de guerre civile. Il reste le père de la nation. Un surnom que MCK aime tourner en dérision. Pour lui, l'Angola est le pays de Papa Banane. Les rappeurs seuls auront du mal à changer la politique angolaise, mais les jeunes grandissent avec leur rythme et leurs paroles. Ils réussiront peut-être à construire une opposition plus forte. Voilà, c'est la fin de cette semaine en Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, même heure, même continent.